Bienvenue à toutes et à tous dans ces rencontres régionales 2021. La Chambre des notaires du Grand Paris est très heureuse d'accueillir les différents candidats pour ces élections régionales 2021. Nous allons discuter de leur programme, nous allons discuter de l'attractivité économique du territoire, nous allons discuter de la vie au quotidien, du logement, du cadre de vie ou encore de l'écologie. Pour cette deuxième session, nous avons le plaisir d'accueillir Clémentine Autain. Bonjour. Bonjour. Merci d'être là. Vous êtes candidate La France Insoumise pour ces régionales en Île-de-France et députée de Seine-Saint-Denis. Dans les prochaines semaines, nous recevrons vos concurrentes aussi, Valérie Pécresse, Audrey Pulvar, et nous avons déjà reçu Laurent Saint-Martin de La République En Marche. Ces débats sont interactifs, vous nous suivez bien sûr en direct et vous pouvez poser des questions. Nous allons bien sûr prendre beaucoup de temps pour y répondre. Mais tout d'abord, je donne la parole à Cédric Blanchet, président de la Chambre des notaires de Paris et représentant des notaires du Grand Paris. Bonjour. Bonjour. Madame la députée, mesdames et messieurs, mes chers consoeurs, mes chers confrères, cher Guylaine, les dimanches 20 et 27 juin prochains vont se dérouler les élections régionales et départementales. C'est un moment important du débat démocratique sur l'avenir de notre territoire francilien et c'est la raison pour laquelle les notaires du Grand Paris, qui regroupent les 5 chambres des notaires d'Île-de-France et 3000 notaires, ont souhaité ouvrir un cycle de rencontres pour recevoir les principaux candidats à la présidence de la région Île-de-France et échanger avec eux sur leurs propositions. Ce cycle de rencontres se poursuit aujourd'hui avec vous, Madame la députée, en direct depuis la Chambre des notaires de Paris. Nos rencontres sont animées par le journaliste Guylaine Barré, que je remercie. Madame la députée, vous connaissez très bien la région Île-de-France, ses territoires, ses habitants, ses atouts et ses problèmes. Vous y êtes née. Et de 2001 à 2008, vous êtes conseillère de Paris, apparentée au Parti communiste français au sein d'une majorité de gauche portée par le précédent maire Bertrand Delanoë. Vous avez été adjoint au maire en charge de la jeunesse pendant presque la totalité du mandat. De 2014 à 2020, vous êtes conseillère municipale de la ville de Sevran. En 2015, vous êtes élue conseillère régionale de la région Île-de-France. Et enfin, depuis 2017, vous êtes élu député de la 11e circonscription de la Seine-Saint-Denis sous l'étiquette La France Insoumise. Mandat que vous occupez encore à ce jour. Tout votre parcours témoigne de votre attachement à la région Île-de-France. Les notaires du Grand Paris partagent avec vous cette connaissance et cet attachement. Ils sont présents dans les 8 départements de notre région, dans les territoires prospères comme dans ceux plus défavorisés. Et en tant qu'officiers publics, ils ont à cœur de mener à bien leur mission d'intérêt général. En tant que chefs d'entreprise, ils sont aussi un maillon indispensable à l'attractivité régionale. L'Île-de-France est, chacun le sait, un territoire particulier dans le paysage français, européen et mondial. Ce n'est pas un hasard si on l'appelle la région capitale. L'Île-de-France cumule les superlatifs. Première économie régionale d'Europe, premier marché d'immobilier et d'activité d'Europe, première destination touristique au monde. La région capitale dispose d'atouts uniques qui en font un territoire capital pour l'avenir de notre pays. Mais c'est aussi un territoire où les inégalités territoriales sont plus fortes qu'ailleurs, où il est plus difficile et plus cher de se loger, plus fatigant de s'y déplacer et plus compliqué d'y étudier. Et la crise inédite que nous vivons n'a fait qu'accentuer ces dysfonctionnements. Enfin, l'Île-de-France est en concurrence avec les grandes métropoles européennes et mondiales sur de nombreux volets. Les volets recherche et développement, capacité à attirer les talents et les investisseurs, le tourisme, rééquilibrage des territoires, soutien aux populations les plus défavorisées, lutte contre l'artificialisation des sols, aspiration à une vie plus en rapport avec la nature. C'est donc sur ces volets que nous souhaitons vous entendre. Dans votre livre intitulé « Pouvoir vivre », en Île-de-France, vous dressez un constat terrible. 55% des 28-45 ans indiquent qu'ils souhaitent quitter la région Île-de-France malgré ses énormes atouts et potentiels de développement. Est-ce une fatalité? Que proposez-vous pour inverser ces tendances ou ces souhaits de départ? Vous appelez de vos vœux un profond changement social, économique, qui reposerait sur des investissements accrus en matière de transport collectif et en matière de soins et de soutien à la population, à l'éducation, pardon. Toutes vos propositions sont rassemblées sous l'expression « choc de solidarité » que vous
comptez initier dès juillet si vous êtes élue présidente. Comment financer ce choc de solidarité? Quelle place faites-vous à l'accès au logement? Enfin, concernant la gouvernance institutionnelle que vous préférez appeler gouvernement de la région Île-de-France, que proposez-vous concrètement? Faut-il simplifier le millefeuille des communes, intercommunalités, départements, régions, métropoles pour accroître l'efficacité des politiques publiques? Souhaitez-vous réorienter le projet du Grand Paris? Sur tous ces sujets, Madame la députée, nous sommes impatients de vous entendre. Avant de vous céder la parole, je remercie les personnes qui nous suivent à distance et qui pourront au fur et à mesure poser les questions. Merci d'avance de votre intervention. Merci beaucoup Cédric Blanchet. Clémentine Autain, la parole est à vous. Je vous propose de vous donner la parole pendant 5 minutes, que vous nous présentiez aussi succinctement votre programme. Votre programme, donc, Pouvoir vivre en Île-de-France, qui est publié dans ce livre aux éditions du Seuil. Et ensuite, nous aurons plein de questions à vous poser. D'accord. Merci d'abord de votre invitation. Je commencerai peut-être par quelques mots en écho à votre introduction, d'abord sur mon parcours. Je pense que pour présider la région, j'ai un atout important, c'est que j'ai vécu et été élue des 2 côtés du périphérique. J'ai grandi à Paris, autour de la place Clichy. Comme vous l'avez rappelé, j'ai été élue sur tout le premier mandat. Pas jusqu'au bout, en fait, tout le premier mandat de Bertrand Delanoë. J'étais en charge de la jeunesse, j'étais la Benjamine de l'exécutif. J'ai d'ailleurs appris beaucoup de choses sur à la fois les difficultés à transformer, mais aussi les capacités d'une institution comme Paris pour améliorer le quotidien des Franciliennes et des Franciliens, en l'occurrence des Parisiennes et des Parisiens. Et ça, c'est pour moi une expérience très, très forte. Et si vous vous souvenez, pour ceux qui s'en souviennent, de 2001, ça a été quand même une époque où on a réellement changé la ville. Il y a eu un vent d'abord beaucoup sur la transparence et en finir avec le régime de corruption qui préexistait quand même à Paris. Et on se souvient tous des nuits blanches, des couloirs de bus, de la crèche installée au cœur de l'hôtel de ville, de symboles quand même très forts. Et je pense que nous avons réussi vraiment à changer. Et en même temps, j'en ai vu aussi les difficultés et les limites. Et puis, comme beaucoup, quand j'étais enceinte de mon premier enfant, c'est vrai qu'on a du mal à se loger à Paris et une envie d'aller plus loin et de franchir la frontière du périphérique pour des raisons politiques également. Je suis d'une famille politique bien à gauche et donc j'avais aussi envie de me confronter et de représenter une population qui souffre des inégalités. Et la Seine-Saint-Denis, je suis allée vivre en Seine-Saint-Denis où j'habite depuis maintenant, c'est facile à me souvenir parce que c'est l'âge de mon fils, donc je m'en souviens, mon premier enfant, 13 ans, voilà, donc c'est assez facile, où j'ai pu donc agrandir l'espace chez moi et m'imprégner vraiment de la réalité de la Seine-Saint-Denis. Je suis élue de Sevran depuis en réalité 2014. Et c'est pour moi un ancrage qui me donne aussi un autre regard sur le développement global de la région. Et quand vous parliez tout à l'heure de superlatifs, je dirais qu'en effet, on est la région la plus riche de France et une des plus riches d'Europe, mais on est aussi la région la plus inégalitaire. Et donc pour moi, ça, c'est un axe majeur du programme et du projet que nous portons avec la liste Pouvoir Vivre en Île-de-France, où il y a, comme vous l'avez dit, la France Insoumise, mais aussi le Parti communiste français, le Parti animaliste, Ensemble et la gauche démocratique et sociale, donc c'est un rassemblement. Et nous portons cet objectif d'égalité entre les territoires. Et ça, c'est, je dirais, au cœur vraiment de ce que je veux défendre. Alors il y a ce choc de solidarité dont vous parliez, qui ne comprend pas tout le programme en fait, parce que le choc de solidarité, c'est les mesures d'urgence que je veux que nous prenions dès juillet. Donc c'est pas pour toute la mandature, c'est immédiatement parce que nous sommes dans un moment de crise sociale très aiguë, de carnage même qui est en cours, que l'on voit mais dont on ne voit pas encore toute l'ampleur, parce que avec les réouvertures, on va voir que beaucoup de choses ne réouvrent pas, qu'à un moment donné les aides vont cesser et on va être devant une situation sociale extrêmement dégradée. Donc mon idée, c'est que la région vienne en aide aux plus fragilisés dans la crise. Donc ce choc de solidarité, peut-être on en parlera tout à l'heure. On va rentrer en détail tout à l'heure. Tout à l'heure, donc je ne rentre pas dans les détails. Et ensuite, un changement en profondeur du modèle de développement de la région Île-de-France, pour qu'il soit plus égalitaire, mais donc plus social, mais aussi pour qu'il assume une profonde bifurcation écologique, absolument indispensable. Et la région,
je parle de l'institution, est un acteur tout à fait fondamental pour accompagner cette transition nécessaire de notre modèle économique. Merci. Alors, on va rentrer dans le détail justement. Sinon, vous me laissez, je vous fais l'heure. Voilà, c'est pour ça. Vous avez vu, j'ai essayé de... Je vous propose une séance de questions-réponses justement pour qu'on découvre plus en détail votre programme. On a articulé ce débat autour de 2 grands thèmes, l'attractivité économique de l'Île-de-France et une deuxième partie très concrète sur la vie quotidienne, le logement, le cadre de vie et l'écologie. C'est parti. Alors, on va commencer par l'attractivité économique de ce territoire, de cette belle région qui est l'Île-de-France. Vous savez que les notaires sont partenaires vraiment de tous les grands projets économiques de cette région parisienne et bien sûr au-delà. Alors, vous prenez une économie sociale et solidaire. Je voudrais qu'au-delà des mots, on comprenne concrètement ce que c'est. Quelle est l'économie que vous voulez administrer à la région Île-de-France? Alors, l'économie sociale et solidaire est une appellation qui concerne une économie existante. Déjà là. Donc ce que je veux transformer, ce n'est pas toute l'économie qui basculerait en économie sociale et solidaire. C'est accompagner une bifurcation de l'ensemble de notre modèle pour qu'il soit plus vertueux sur le plan environnemental et qu'il soit soucieux des conditions d'emploi, de l'emploi d'abord tout court et ensuite des conditions de travail des gens qui sont sur notre territoire. Mais ça concerne tout le modèle. Donc je veux que nous accompagnions, vous voyez, cette bifurcation. Et à l'intérieur, en effet, la place de l'économie sociale et solidaire sera avec nous confortée. Alors, qu'est-ce que c'est que cette économie sociale et solidaire? Elle a cette particularité, en gros, comment vous expliquer ça, mais de répondre de façon plus directe aux besoins de la population et de se soucier, dès le démarrage, dans la prise en compte de la chaîne de valeur, des salariés qu'elle emploie. C'est une économie qui résiste beaucoup mieux aux crises. On l'a vu d'ailleurs dans la crise là, puisqu'elle a perdu moins d'emplois que le reste de l'économie. Ces emplois sont en général non délocalisables, ce qui est un atout. Et en plus, il n'y a pas de rente. De capitaux à reverser, de dividendes à reverser, ce qui fait qu'il y a un modèle qui est plus solide d'une certaine manière, moins soucieuse d'aléas et donc plus économe donc plus vertueuse par rapport aux objectifs qui sont les nôtres. Alors on comprend l'idée qui est tout à fait louable, saine, je dirais même, mais il y en a qui s'inquiètent. Vous dites par exemple, on va arrêter la captation de l'argent public par des intérêts privés, arrêtons immédiatement toutes les subventions régionales à Total, à Suez, à Michelin, Air Liquide. Ça vous fait peur? Certains ont peur, oui, certains ont peur. Vraiment, parce qu'effectivement, on a besoin de ces groupes, on a besoin aussi de les accompagner. C'est le poumon économique de la région. C'est peut-être la différence que nous avons, mais ils n'ont pas besoin. Ils peuvent amortir le choc. Un groupe comme Total peut amortir le choc. Une TPE-PME, un commerce de proximité ne peut pas amortir le choc tout seul. Donc, où va l'argent public, c'est-à-dire l'argent des contribuables, ce que l'on met en commun? Eh bien, moi, je pense que ce que l'on met en commun, et cet argent public, doit servir aux plus fragiles dans la crise et à une économie plus vertueuse. Si, quand je donne, quand la région donne 2 000 € à une entreprise comme Total, malheureusement, ce n'est pas 2 000 € en général qu'on donne à Total, c'est beaucoup plus, ça se compte en millions d'euros. À quoi sert cet argent? Si vous le donnez dans l'économie sociale et solidaire, vous êtes sûr que ça sert l'emploi, vous êtes sûr qu'il n'y a pas de captation par le capital et vous êtes sûr que des investissements utiles vont être faits. Voilà, notamment, vous savez, les fameuses recherches et développement où de l'argent est dilapidé parfois dans des grands groupes sans qu'ils investissent sérieusement. Je vais prendre un exemple très concret. Valérie Pécresse aime beaucoup les grands groupes. Donc, encore il y a 15 jours, elle a donné 1 million d'euros, enfin la région, c'est toujours pareil, ce n'est pas son argent personnel, mais la région, sous sa présidence, a octroyé 1 million d'euros à Renault. Renault qui vient de décider de supprimer 2400 postes en Île-de-France. À quoi sert cette aide? À délocaliser? À quoi sert cette aide? À donner encore plus d'argent à ceux qui détiennent les capitaux dans Renault? C'est quoi cette histoire? Ça n'est pas acceptable. Vous comprenez bien que cet argent public est bien affecté. Je crois que ces millions qui sont donnés sans aucune contrepartie, ni sociale ni environnementale, ce n'est pas acceptable. Donc, je veux que nous ayons des cahiers des charges précis qui permettent d'octroyer, si vous voulez, de l'argent public, moyennant un investissement dans aussi cette économie qu'on veut transformer pour qu'elle soit encore une fois plus vertueuse sur le plan environnemental et socialement plus juste. Alors, l'économie passe aussi par un bon réseau de transport en Île-de-France, sujet majeur. Vous proposez la gratuité immédiate pour les jeunes, pour tous ceux qui ont les minima sociaux.
tout de suite. Audrey Pulvar voudrait aller plus loin, la gratuité des transports pour tous. Elle est plus écologique et plus solidaire que vous. Pourquoi vous ne voulez pas faire le transport gratuit pour tous? Pour deux raisons en réalité. Une première, c'est que, et qui se tiennent d'ailleurs les deux raisons, c'est que notre priorité, ce sont les transports du quotidien et notamment le développement et la modernisation des lignes en banlieue, première et grande couronne. Première, deuxième et grande couronne. Ça, c'est la priorité. Quand on habite Paris, j'ai habité Paris, donc je vois bien, on a des métros, des bus à foison. Donc le problème majeur, c'est la gratuité, ce qui reste. Je veux dire, si on veut améliorer les transports, c'est vrai que la question de la gratuité est forte. Mais quand vous habitez au fin fond de la Seine-et-Marne ou des Yvelines ou en Seine-Saint-Denis, vous voyez bien que le problème majeur que vous avez, enfin en tout cas l'urgence, c'est d'avoir suffisamment de bus, un RER qui n'a pas de retard et où quand vous le prenez, vous pensez que vous pouvez arriver à l'heure au travail. C'est ça la priorité. Donc moi, je veux que l'argent public aille prioritairement dans cette modernisation, cette rénovation et ce développement des lignes, notamment de banlieue à banlieue. Et l'horizon de la gratuité, j'y suis favorable. Évidemment, je suis favorable. D'ailleurs, ma famille politique se bat depuis, pas toujours, mais enfin depuis quand même très longtemps sur la question de la gratuité. Le problème, c'est que le budget d'Île-de-France Mobilité et de ce que la région peut mettre au pot commun n'est pas extensible à l'infini. La région ne lève pas l'impôt. Et donc, nous sommes dans le cadre d'un budget contraint. Donc, dans ce budget contraint, il faut faire des choix. Eh bien, moi, je dis, marchons sur les deux jambes. Ce que je vous dis sur la modernisation et le développement et deux premières gratuités. Première gratuité pour les jeunes de moins de 25 ans et pour tous les bénéficiaires des minima sociaux dès cet été. En tout cas, c'est la proposition que nous faisons. Et ensuite, au cours de la mandature, on peut ouvrir encore la gratuité pour les personnes retraitées sous conditions de ressources. Et puis, le mandat suivant, il faudra avancer plus encore. Mais je crois que c'est plus honnête vis-à-vis des Franciliennes et des Franciliens que de dire qu'aujourd'hui, à mon avis, nous n'avons pas les reins assez solides pour assurer la gratuité immédiate pour toutes et tous. C'est ma conviction. Ou alors, il faudrait rogner sur les investissements nécessaires pour moderniser le trafic. Et là, ce n'est pas, en tout cas, notre point de vue. Vous parlez des transports, Petite Couronne, etc. Est-ce qu'il y a quand même le Grand Paris qui se déploie, qui est censé résoudre autant que possible les problèmes de ces transports-là? Est-ce que le modèle suivi est le bon? Et sinon, est-ce qu'il faut le changer? Ou est-ce qu'on reste sur les rails qui sont fixés en ce moment? Sur le Grand Paris Express, le Grand Paris Express, bien sûr. Enfin, moi, je suis favorable au Grand Paris Express. Après, il peut y avoir des enjeux de ligne, comme vous le savez, sur la ligne 17, peut-être, qui est une ligne qui avait été pensée à la fois pour Europa City. Je ne sais pas si vous connaissez ce grand projet de la famille Muliez qui n'en peut plus et qui veut maintenant des méga centres commerciaux. Donc moi, je me suis opposée à ce projet-là parce que c'est un projet qui, alors en termes d'artificialisation des sols, c'est quand même une sacrée catastrophe. Donc la mobilisation a gagné puisque l'État reculé ne fera pas Europa City. Donc il n'y a pas Europa City et le terminal 4 à Roissy, puisque la ligne 17, elle va dans le Val d'Oise et elle arrive là vers Roissy. Elle devait desservir aussi le terminal 4. Et le problème, c'est que le terminal 4 ne verra pas non plus le jour. Donc la question, par exemple, de cette ligne 17, de son tracé, plus exactement, peut être revisitée. Mais pour le reste, ligne 18 aussi. Bon, je ne vous fais pas toutes les lignes, mais voilà, il y a deux lignes sur lesquelles il y a un sujet. Pour le reste, évidemment que c'est une bonne logique, mais ça, on sait bien que ça ne va pas suffire, qu'il faut aller plus avant. La première couronne, ça va mieux, même si je pense que si nous faisions un métro en rocade, c'est notre proposition, un métro qui... plus loin que le périphérique. Plus grand. Voilà, et qui fait le tour et qui permettrait par exemple de désengorger cette ligne 13, parce que la ligne 13, on ne sait plus comment faire. Il y a la 14 maintenant qui va... qui aide un peu, mais voyez, on ne sait plus comment faire dans la ligne 13. C'est-à-dire qu'on ne peut pas mettre plus de métro, on ne peut pas moderniser la ligne. Il y a un moment, c'est saturé. Et puis, il y a aussi le vélo. La place du vélo qui doit être considérablement développée. En Île-de-France, c'est seulement 2% des déplacements à vélo. Valérie Pécresse a mis en place ces vélos bleus en libre-service, comme le Vélib. Nous ne reviendrons pas sur ça, c'est bien ça, mais le problème après, c'est quand même d'avoir des pistes cyclables pour pouvoir faire le trajet. Ce n'est pas le tout d'avoir accès potentiellement à un vélo. Il y a des projets de pistes RER qui le RER-V, mais on a pris beaucoup de retard, 2%. Vous voyez une ville comme Copenhague ou Amsterdam, c'est 20%. 20%. Donc nous, on se fixe l'objectif d'arriver à la fin de la mandature à 12%.
12%, ce qui veut dire un investissement très important en kilomètres de pistes cyclables sécurisées. J'insiste sur sécurisées. Alors peut-être parce que je suis une femme et que moi-même, faire du vélo en zone urbaine... Pour les hommes aussi, c'est dangereux. Non, bien sûr que c'est dangereux, mais je sais qu'il y a parfois aussi plus de femmes qui peuvent avoir cette appréhension. Moi, j'en ai une, je le dis franchement, j'en ai une. Et si j'avais davantage de pistes cyclables bien sécurisées, peut-être que j'arriverais mieux à me mettre sur le vélo. Et ce serait une bonne chose, notamment pour tout ce qui est intermodal, ce qui suppose aussi d'investir dans les parkings pour vélo dans toutes les gares. Que vous puissiez, en banlieue en particulier, vous voyez ce que je veux dire, prendre votre vélo, aller à une gare ou aller à une autre gare, justement, et pouvoir lâcher votre vélo, faire un bout de trajet, reprendre un vélo. C'est ça, l'intermodalité, et c'est ce vers quoi nous devons avancer. Alors, je voudrais qu'on parle maintenant des emplois. Vous voulez des emplois solidaires, des dizaines de milliers d'emplois pour des personnes peu qualifiées. Alors, quel poste? Est-ce que ça serait financé à 100% par la région? Comment est-ce que vous voulez réorienter l'emploi? Les emplois solidaires, ouais. Qui est la proposition que nous faisons. Vous savez que Valérie Pécresse, quand elle est arrivée aux responsabilités, a supprimé beaucoup de choses. Et elle a, parmi tout ce qu'elle a supprimé, elle a mis fin à ces emplois tremplins qui avaient été instaurés par l'Air Huchon. Et ces emplois tremplins étaient notamment très utiles pour tout le tissu associatif. Vu de la Seine-Saint-Denis, je peux vous dire qu'on en a vu les dégâts quand ces emplois tremplins ont cessé, c'est-à-dire qu'il y a des associations qui vraiment n'arrivaient plus à faire vivre leurs activités, et aussi des jeunes qui en avaient bénéficié et se retrouvaient sur le carreau. Donc moi, je veux relancer cette logique d'emploi aidé. Nous proposons 30 000 emplois solidaires, financés. Alors, c'est pas totalement financé. D'ailleurs, les emplois tremplins, c'était 90%. Donc, mais jusqu'à 90%. Donc, on étudie sur les dossiers, on regarde quelle est la part de la région, mais ça peut aller jusqu'à 90%. Et en termes de pérennité, on essaie d'aider en fait les petites entreprises ou les associations qui y recourent à pérenniser les postes sans l'aide de la région. Voilà, c'est ça l'objectif. Mais ça permet d'insuffler quand même une dynamique qui sera au service de personnel peu qualifiés, pas simplement des jeunes, mais en tout cas peu qualifiés, c'est l'objectif visé, et pour des activités qui sont socialement utiles. Ce que j'ai en tête, c'est l'aide à domicile, c'est l'entretien des espaces verts, tout le domaine aussi du recyclage, de la réparation, du réemploi. Ça peut être également le soutien scolaire. Donc on a beaucoup de missions, si vous voulez, d'extrême utilité, qui peuvent être remplies par des emplois qui sont peu qualifiés, par des personnes qui sont peu qualifiées. Donc on remplit 2 cases importantes des objectifs que nous recherchons. Alors Valérie Pécresse a créé un revenu pour les jeunes actifs, oui. Déjà, allocation de 4 000 € sur 6 mois pour des jeunes acceptant de suivre des formations professionnelles. Et pour des métiers sous tension, ça fait 670 € par mois. C'est une bonne idée? Vous souscrivez? Vous savez qu'on est en confrontation avec Valérie Pécresse, parce qu'on n'est vraiment pas du tout d'accord sur ce point en particulier, puisque moi je défends l'ouverture du RSA pour les jeunes de moins de 25 ans. Je ne comprends pas pourquoi de 18 à 25 ans on n'a pas le droit au RSA et qu'après 25 ans on a le droit au RSA. C'est quelque chose que je ne comprends pas. Donc il faut qu'il y ait ce matelas qui est un matelas qui évite de basculer dans une extrême pauvreté. C'est pas formidable, vous savez, de vivre avec le RSA. Mais en tout cas, ça permet de ne pas totalement sombrer. Donc il faut que les jeunes, et on les a vus dans la crise, je veux dire, comme moi, je pense, vous avez eu le ventre noué, je veux dire, quand on a vu de nouveaux publics, je pense en particulier aux étudiants, être tous les jours dans les files alimentaires. On se dit, mais qu'est-ce que c'est que ce pays? On va où? Donc moi, je crois que c'est une mesure d'urgence et que l'État doit le faire, pas la région, l'État doit le faire. Or, Valérie Pécresse est opposée, mais absolument opposée à l'ouverture du RSA. Donc nous sommes en désaccord philosophique, si j'ose dire, politique et philosophique. Mais pour moi, ce n'est pas une substitution. Il faut mettre le paquet sur la formation. Ça, c'est clair. En Ile-de-France, d'ailleurs, c'est une des compétences franciliennes de mettre le paquet sur la formation. Ça a été sous-utilisé sous Valérie Pécresse. Des capacités qui auraient dû être développées n'ont pas été développées. Et nous proposons, de façon plus, je pense, efficace que ce que propose Valérie Pécresse, par exemple, 20 000 postes d'infirmières, d'aides-soignants, de personnel soignant, formés sur la mandature, moyennant une rémunération au SMIC, donc une véritable rémunération, donc très attractive, et cette rémunération moyennant un engagement de travailler dans le système de soins publics de santé pendant 5 ans.
Vous vous souvenez peut-être de ce qu'était le système. Alors, il y a eu les IFSI pour les infirmières, mais dans l'imaginaire français, on a ces instituteurs dont on se souvient, ces écoles normales. Et quand ils faisaient l'école normale, les instituteurs d'autrefois, ils étaient rémunérés à plein pendant leur formation. Et puisque nous avons besoin de personnel hospitalier, la crise sanitaire nous l'a montré, alors mettons le paquet, formons 20 000 personnels moyennant une rémunération forte. Je veux également que nous ayons des formations dans le réemploi, le recyclage et la réparation. Tous ces métiers-là, c'est très étrange parce que le métier des réparateurs est un métier qui est en voie de disparition, alors qu'on en a ça vous tient à cœur. Particulièrement besoin. Non, mais vous voyez un peu la folie de notre monde, c'est-à-dire que et puis vous connaissez tous les problèmes de garantie qui ne s'est pas fait avoir, vous comme moi, j'imagine, à des jours vraiment à craquer, où on vous propose une garantie, vous revenez, et puis en fait la garantie a été payée extrêmement cher. Moi, ça m'est arrivé, je raconte ma vie, mais ça m'est arrivé récemment avec un ordinateur, vous voyez, où j'avais pris évidemment une assurance où on m'avait dit 4 vols, 4 pertes, vous serez totalement... Et en fait, pour pouvoir le mobiliser, il faut une telle masse de choses que, en fait, c'est pas possible. Voilà. Donc, les garanties, ce sont les marges aujourd'hui majeures. Quand vous allez chez Darty, je fais de la pub pour les, ou à la Fnac, bref, on oublie. En fait, c'est les marges, sont des marges essentielles. Il faut lutter contre cette logique-là, parce que c'est une logique qui crée de l'obsolescence programmée et qui vous oblige à racheter, en fait, qui vous incite en permanence à racheter. Donc la question du réemploi, la question de la réparation, c'est d'utilité publique et d'urgence écologique. Donc c'est pour ça que je veux mettre le paquet là-dessus, c'est que c'est aussi une manière de contourner l'appétit, vous voyez, de ce monde économique, commercial et osons le mot, vraiment dans une logique capitaliste qui vise à vous faire acheter toujours plus et des choses qui durent toujours moins longtemps. Ça, c'est pas possible, ça n'est pas acceptable. Donc la puissance publique doit intervenir, d'où la formation nécessaire de ces personnels et avec un débouché en créant un service public de la réparation. Le message est lancé. Alors, les notaires de Paris ont mené un intense débat à la Chambre en vue de ces régionales. Je vous propose une question de Marc Agnard, qui est avec nous dans le public, vice-président de la Chambre des notaires de Paris. Une question sur la gouvernance. Bonjour Madame Autain. Effectivement, notre profession a subi de profonds bouleversements l'espace de quelques années suite à la loi croissance. Il n'y a pas que ça, mais on est passé de 240 études à 480 études en 5 ans, de 900 notaires à 1900 notaires, et ça concerne les notaires de votre département, puisque notre compagnie regroupe les notaires de Seine-Saint-Denis, de Val-de-Marne et de Paris. Donc, nous avons engagé cette action de réflexion. Est-ce qu'on doit continuer à animer, à gouverner une compagnie de la même façon qu'on le faisait il y a 5 ans ? Donc ça nous a poussé à engager cette réflexion. J'imagine que pour la région aussi, on peut constater que sur les dernières années, beaucoup de choses ont été modifiées. Et aujourd'hui, on a l'impression pour le citoyen, pour celui qui va se diriger vers les urnes, qu'aujourd'hui, les centres de décision sont un peu éparpillés. Il manque une lisibilité entre la Société du Grand Paris, la région, les communautés d'agglomération, les communes. À vrai dire, on a l'impression qu'il y a beaucoup d'énergie de déperdition pour arriver à prendre des décisions. Donc, est-ce que dans votre programme, dans vos idées, vous avez des propositions sur ce niveau de la gouvernance de la région Île-de-France ? Oui. Merci de votre question. C'est intéressant d'ailleurs ce que vous donniez. C'est pas le sujet de parler en fait des notaires et de cette concurrence nouvelle finalement qui s'est installée suite à un changement législatif. Mais je trouve que c'est un sujet là pour le coup en tant que député qui m'intéresserait. Mais je vais répondre à votre question parce qu'on est sur les régionales. La question du gouvernement. Pourquoi je veux parler de gouvernement et pas de gouvernance, c'est qu'en fait le terme lui-même vient du vocabulaire européen, technocratique, pardonnez-moi, et où on a changé, comme ça on est passé de gouvernement à gouvernance. Pour moi, le gouvernement, vous voyez, c'est la souveraineté du peuple. La gouvernance a une dimension très technocratique. Et c'est un des problèmes de notre région, c'est qu'avec ces boîtes dans la... Vous voyez, tous ces échelons, ce millefeuille, c'est un millefeuille qui devient très technocratique parce qu'il éloigne la décision des citoyennes et des citoyens qui ne savent d'ailleurs plus où est-ce que se prend telle ou telle décision. Donc le millefeuille est un problème parce qu'il
entache la souveraineté des citoyennes et des citoyens de pouvoir décider de leur sort, parce que ça éloigne aussi. Vous avez vu que les maires, moi c'est un des problèmes que je trouve fondamental dans ce millefeuille, c'est que les maires ont de moins en moins de pouvoir, alors que c'est la première porte où un citoyen, une citoyenne va pour réclamer, demander quelque chose. Donc c'est quand même dur de voir des maires qui sont là au front, si j'ose dire, très proches, en proximité, mais avec moins de pouvoir pour pouvoir répondre et satisfaire les besoins de la population. Donc ça c'est quand même un gros sujet. Après, il y a un deuxième débat. Donc il faut en effet que l'échelon de proximité soit davantage conforté, et pour cela, il faut sortir des logiques d'austérité qui s'abattent sur les maires, qui s'abattent sur les départements et qui empêchent de mener des politiques qui font rempart dans les crises que nous traversons, mais aussi qui permettent des changements qui sont des changements structurels. Ça, c'est le premier pilier et qui ne concerne pas que l'Île-de-France. Pour ce qui est de l'Île-de-France, vous le savez, il y a un débat entre la métropole et la région. Quel est l'échelon le plus pertinent en réalité? C'est un débat qui traverse, je pense, quasiment toutes nos familles politiques. Je parle des familles politiques, de tous les chiquiers politiques, parce que c'est une question assez complexe. Donc moi, j'insiste sur l'enjeu de la souveraineté, parce que je pense que quel que soit l'échelon qui au final est décidé, il y a un enjeu de savoir comment est-ce que les gens prennent part à la décision, hein, comment est-ce qu'on peut faire participer aux grands choix stratégiques, y compris de la région. Maintenant, il me semble que si on prend l'échelle régionale, on intègre notamment tout un territoire agricole qui peut être assez fondamental pour le bien-être et le développement de toute la région. Alors que si on englobe que la zone dense en termes de décision, ça n'amène pas exactement au même type d'aménagement et de façon de penser. Nous avons besoin de ces zones agricoles. Nous mangeons aujourd'hui que seulement 2% de ce qui est produit en Île-de-France, puisque c'est l'exportation qui domine, avec une agriculture intensive qui n'est pas propice à fameux circuit de proximité nécessaire si on veut résoudre les enjeux qui sont devant nous, de réchauffement climatique, de biodiversité malmenée, etc. Et de qualité aussi nutritionnelle. Donc ça, c'est pourquoi je pense que cette échelle-là est une échelle particulièrement pertinente. Voilà. Ça ne répond peut-être pas à toute votre question, on pourrait y passer la journée, parce que ce sont des débats qui nous traversent, qui sont complexes. Mais l'enjeu aussi, c'est qu'on l'a vu par exemple sur les décisions que prend la maire de Paris dans plein de domaines, que ce soit aussi bien quand elle décide par exemple que les jeunes auront la gratuité des transports. Celui qui habite juste de l'autre côté du périphérique, c'est un peu compliqué. Quand elle décide de fermer les berges ou d'avoir des zones piétons au cœur de la métropole, de la région, vous voyez ce que je veux dire, ça a un impact sur le reste. Donc c'est ça qui est très compliqué, c'est que si on veut avancer vers un modèle plus polycentrique, ce qui est mon cas, c'est-à-dire que je pense que la région Île-de-France est aujourd'hui trop façonnée avec des centres d'affaires d'un côté et des villes dortoirs de l'autre. Et que le bon modèle, c'est un modèle polycentrique. Polycentrique, c'est-à-dire avec différentes centralités. Et ces différentes centralités, pour bien les penser, y compris avec l'enjeu agricole dont je vous parlais tout à l'heure, agricole, donc de santé publique, donc d'alimentation, etc., il faut le faire à une échelle qui est une échelle régionale, me semble-t-il, que c'est le bon échelon d'aménagement global du point de vue des objectifs qui sont les nôtres. Un mot du plan de relance. Est-ce que vous voudriez que le plan de relance de l'État soit plus conditionné encore à l'écologie ? Oui, oui. Ou est-ce que vous, au niveau régional, vous voudriez quand même... Non mais attendez, l'État ne conditionne rien. Alors là, c'est la parlementaire qui vous parle, pardonnez-moi. Oui, bien sûr. Le gouvernement raconte des choses et pose des actes que nous pouvons... Oui, moi je vote les budgets, donc je les vois passer, et les lois, je les vois passer. Donc non, il n'y a pas... C'est tout le problème de la façon dont le gouvernement a appréhendé les crises que nous traversons. C'est qu'en pleine crise, non seulement il n'est pas capable de revenir même sur des mesures symboliques fortes comme la réforme de l'ISF, moi qui me scandalise, c'est-à-dire que je ne vois pas comment, dans une période pareille, on peut permettre aux riches d'être plus riches. Voilà, je le dis très simplement, ça me scandalise. Et en plus, dans l'argent qui est donné dans la crise aux grands groupes, etc., il n'y a pas de contrepartie sociale et environnementale. Je prends une question épineuse. Tenez, regardez les aéroports. L'argent qui a été donné à Air France, c'est quand même pas rien, 2 milliards. Aucune contrepartie de rien.
Ce qui fait d'ailleurs qu'il n'y a pas de stratégie courtes qui vont être revues. Tout oui, alors, dites donc, allez voir ce qui se passe sur la zone aéroportuaire, vous allez voir le travail, parce que non seulement c'est du coup Air France qui prend la manne publique, tous les sous-traitants font n'importe quoi, il n'y a aucune règle, il n'y a pas de pilote dans l'avion. Donc moi je suis désolée, mais j'estime que ce gouvernement dilapide l'argent public et n'est pas capable juste d'être stratège. Et en Ile-de-France, vous savez que depuis que Valérie Pécresse est en responsabilité, quand même, ce n'est pas complètement rien, on a un emploi industriel sur 20 qui a été perdu en 6 ans en Ile-de-France. Alors, croire que l'Île-de-France peut se développer, être attractive, puisque c'est le mot important, surtout. Uniquement avec le tertiaire, je pense que c'est une folie. C'est une folie sociale, c'est une folie environnementale. Il faut de l'industrie en Ile-de-France. Il ne faut pas se dire que c'est terminé, il n'y a plus d'industrie en Ile-de-France. Il faut que cette industrie corresponde à la satisfaction des besoins des Franciliens. Mais vous ne pouvez pas avoir les mots à la bouche de circuits courts, de circuits de proximité, de relocalisation de l'économie, et en même temps nous expliquer qu'en Ile-de-France, on n'aurait pas besoin d'industrie. Tout ça n'a pas de sens. Donc il faut que la puissance publique soit capable d'orienter la façon dont les emplois s'implantent, sont conservés ou ne sont pas conservés. Et nous avons quand même un pouvoir qui est notamment les aides publiques que nous octroyons. Je vous propose maintenant de passer à la deuxième partie de ce débat. On va parler du logement, du cadre de vie, de l'écologie et vous pouvez bien sûr poser vos questions en direct sur Internet. On parle de notre quotidien, vraiment le quotidien, la vie de tous les jours. C'est le logement, le cadre de vie, l'écologie. Vous savez que l'activité notariale est très liée aussi à l'immobilier. Commençons par le logement. Vous voulez 1 milliard d'euros pour le logement social sur toute la mandature. Ça représenterait 35 000... Pas pour le logement social, pour le logement. Pour le logement, 35 000 logements donc supplémentaires par an. La loi du Grand Paris dit qu'il faudrait atteindre 70 000 à 90 000 logements par an. Est-ce que vous êtes d'accord avec ce chiffre? Est-ce qu'il faudrait aller par là? Ou est-ce que vous dites, moi je suis réaliste, je préfère 30 000? Non, j'aimerais 70 000. Sincèrement, j'aimerais. Nous, on a budgété. On a essayé de regarder ce qu'on pouvait faire. On estime que 35 000 logements sociaux par an, c'est un objectif accessible, avec quand même un investissement qui n'est pas que dans le logement social, c'est pour ça que je précisais, puisque nous avons un plan de rénovation thermique qui ne concernera pas forcément que le logement social, ou alors des plans aussi pour aider les copropriétés dégradées, parce que c'est un enjeu très important en Ile-de-France. Il y a des villes entières qui sont dans un état de délabrement total. Je pense en particulier à Clichy-sous-Bois en Seine-Saint-Denis ou à Grigny dans l'Essonne, qui sont des villes où, à une époque, on pensait que c'était formidable l'accès à la propriété. Donc, on a bâti massivement des copropriétés privées. Sauf que quand les gens s'appauvrissent, ils ne peuvent pas assumer l'entretien du bâti, l'entretien des espaces verts en bas qui leur appartiennent, et ça devient une catastrophe. Voilà. Donc c'est pour ça que quand je parle logement, le milliard pour le logement, il permet de brasser l'ensemble avec cet objectif de 35 000 logements sociaux. Mais enfin, quand même, vous savez que Valérie Pécresse a divisé par 2,5 le budget du logement sur la mandature. Je le redis. Valérie Pécresse a divisé par 2,5 le budget logement sur la mandature. C'est considérable. Donc, quand vous parliez tout à l'heure de ce que disaient les professionnels du secteur du logement social, c'est qu'ils tirent la sonnette d'alarme parce que les conséquences en termes de panne de construction de logements sociaux est une catastrophe. Logement général, à moins 25% les 2 dernières années. Est-ce qu'il faut relancer la construction? Oui. Vous êtes d'accord pour ça? Mais oui, bien sûr qu'il faut relancer la construction. Le logement social, il permet à beaucoup de Franciliennes et de Franciliens de vivre dignement, d'avoir un logement avec une place suffisante, de qualité, pour un loyer qui est accessible. Et vous connaissez mieux que moi l'état de la spéculation et du prix, du coût du foncier en Ile-de-France. Comment voulez-vous, avec une ville comme Paris, avec 10 000 euros le mètre carré, vous vous rendez compte ce que ça représente, 10 000 euros le mètre carré, et que vous regardez la réalité des salaires, vous voyez bien qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui ne peut pas tenir. Donc on repousse toujours plus loin les populations qui sont les classes populaires, les classes moyennes, plus loin du cœur de l'agglomération, enfin de la région, de la métropole. On les pousse toujours plus loin et le mal logement devient une réalité infernale, absolument infernale. Donc notre rôle, c'est d'investir
dans le logement public de qualité parce qu'il est plus accessible et qu'il permet de faire vivre la fameuse mixité dont tout le monde se réclame. Alors justement, on va retrouver Marc Cagnard. Vous avez beaucoup travaillé à la Chambre des notaires sur ces questions de logement. C'est un sujet primordial. Vous avez quelques propositions. Oui, tout à fait. Donc sur le logement, on fait tous le constat, et vous aussi, que c'est un problème en Île-de-France. Et à la Chambre de Paris, on a décidé, même avec les notaires du Grand Paris, puisqu'on a aussi des confrères de l'Essonne, des Yvelines, du Val d'Oise et de la Seine-et-Marne qui participent à ce groupe de travail, on a tenté déjà de recenser tout ce qui avait déjà été proposé sur ce sujet-là pour voir qu'est-ce qui nous semblait être pertinent de soutenir à nouveau et puis d'imaginer de nouvelles propositions pour améliorer ce sujet. Alors, il y a plusieurs perspectives sur lesquelles on a travaillé. Je pense que je vais vous parler de 2 perspectives pour avoir vos propositions et votre sentiment sur ces perspectives. La première, c'est quels sont les modes innovants d'accès au logement. Est-ce qu'on peut travailler sur de nouvelles figures juridiques permettant d'accéder au logement et par exemple des figures géométriques ou des figures juridiques qui permettraient par exemple de dissocier le prix du foncier avec le prix de la construction pour faciliter justement l'accès au logement. Ça, c'est la première question. Et la deuxième, c'est le logement intermédiaire. Il n'y a pas que le logement social qui permet de loger les gens en Île-de-France, mais est-ce que sur le logement intermédiaire, vous avez des idées qui permettraient notamment de favoriser ou d'inciter les institutionnels, les grands institutionnels qui ont déserté ce secteur depuis une vingtaine d'années, de revenir, de prendre en charge justement une partie du logement des Franciliens. De qui? Je n'ai pas entendu à la fin. Qui prendrait en charge? Le logement intermédiaire, c'est-à-dire que les institutionnels qui interviennent sur ce secteur-là, ils ont déserté en fait depuis une vingtaine d'années. Il n'y en a plus qu'un qui, les compagnies d'assurance ont quitté le secteur. Et je pense que, enfin, nous pensons que ce logement intermédiaire doit faire partie aussi des priorités pour permettre justement de solutionner une partie du problème du logement en Île-de-France. J'entends tout à fait ce que vous dites. La difficulté qu'on a, c'est que en réalité, la part du logement intermédiaire, si on la compare aux demandeurs, si vous prenez les 720 000 demandeurs de logements sociaux, que vous regardez à quoi ils sont éligibles, d'accord, et ce qu'on construit, en réalité, la part d'intermédiaire est très importante. Je me fais bien comprendre. Voilà. Donc l'idée de relancer, je partage l'idée qu'il n'y en a pas assez. Vous voyez, il n'y en a pas assez, et je partage aussi l'idée, qui n'est pas toujours partagée par tout le monde, que le logement social, ce n'est pas simplement pour les plus pauvres. Le logement social, pour moi, c'est pour tout public. 70% des Français sont éligibles au logement social. Donc ça veut dire, ça fait quand même du monde. Ben oui, oui. Ça fait une sacrée manne à gérer. Ben oui, ça fait une sacrée manne à gérer. Donc voilà, le problème que nous avons, c'est que comme nous sommes dans un moment de grande pénurie, ce sont les plus pauvres en bas de l'échelle qui en payent le plus lourd tribut. Donc la part des PLAI, enfin des logements très sociaux, en fait, elle n'est pas assez importante dans la production globale de logements sociaux aujourd'hui. Si on prend toute la chaîne, puisque le problème, c'est quand même ceux qui sont en bout de chaîne. D'ailleurs, dans ceux qui sont en bout de chaîne, vous savez qu'il y a aussi un débat sur les centres d'hébergement d'urgence, parce que les associations qui travaillent sur ce secteur-là disent non, attention, arrêtons de créer sans arrêt des centres d'hébergement d'urgence, toujours plus de centres d'hébergement d'urgence, essayons de créer des logements très sociaux, pérennes, où les gens peuvent rester et pas simplement être hébergés, puis changer, puis changer. Donc tout ça est très compliqué et crée une situation en chaîne. Donc après, si on peut travailler à des dispositifs, vous avez vu ce que Yann Brossa a fait à Paris, quand même assez intéressant. Alors c'est de l'accès à la propriété, c'est pas pour des catégories sociales qui sont des classes moyennes, mais qui permettent de déjouer justement le prix du marché. Ça a été une folie cette histoire. Vous l'avez vu comme moi, c'est-à-dire que les gens se sont rués sur ce système qui est... Alors, je ne sais pas quelle est votre analyse de ce système-là, mais il semble qu'il correspond à une demande. Donc, l'idée qu'il faut aller chercher... je n'ai pas forcément la réponse à votre question sur tout ce qu'on pourrait mobiliser pour imaginer de nouvelles solutions qui seraient juridiquement possibles, ou même qui ne sont aujourd'hui pas juridiquement possibles, qui nécessiteraient une bataille avec l'État pour modifier la loi et permettre de nouveaux montages financiers. Mais là où vous avez parfaitement raison, c'est que 35 000 logements sociaux par an, ça ne suffira pas à résorber la crise, et qu'il faut qu'on trouve aussi d'autres moyens pour que tous les publics puissent mieux se loger en Île-de-France. Ça, je suis parfaitement d'accord.
C'est un peu ce qui justifie le groupe de travail, c'est-à-dire qu'il n'y a pas une seule idée, un seul levier pour agir sur ce sujet-là, il y en a de multiples. Et nous, notre objectif, ça a été d'entendre tous les acteurs de la chaîne immobilière, que ce soit les promoteurs, les collectivités, les aménageurs, les agents immobiliers, les candidats à l'accession à la propriété ou à la location. Donc nous, on les rencontre tous les jours dans nos études, et c'est la raison pour laquelle, en écoutant un peu les gens, on voit se dessiner quand même plusieurs axes de propositions, mais je suis d'accord avec vous, il n'y a pas une proposition unique qui réglera le problème. Non. Mais je pense qu'il faut écouter un petit peu tout le monde, et il y a pas mal de propositions qui se dessineront, et peut-être qu'on arrivera à les mettre en œuvre pour simplifier un peu les choses, en tout cas pour ceux qui cherchent à se loger en Île-de-France. Bien sûr. Et puis nous avons aussi le problème de tous les logements vides, hein, de tous les espaces vides. Donc on a des enjeux de préemption forts, et la région que je présiderai sera une région qui aidera les collectivités, les maires en particulier, dans une logique de préemption qui permet aussi de temporiser sur le coût du foncier dans les villes. J'ai en tête par exemple une ville qui a réussi à bien jouer sur le coût du foncier, c'est Montreuil. Peut-être que vous le savez, mais c'est une ville où le maire, les maires, mais le maire, en particulier Jean-Pierre Brard, pendant très longtemps, se battait pour préempter, pour en tout cas faire une menace de préemption permanente sur tout ce qui était en vente. Et du coup, il a quand même, pendant longtemps, alors c'est moins vrai aujourd'hui, mais réussi à vous voyez ce que je veux dire, à temporiser un peu cette envolée folle du coût du foncier. Donc il y a des moyens publics pour jouer sur le coût du foncier, qui est un élément. C'est peut-être pas celui qui va le plus vous plaire, mais enfin qui est quand même un élément pour permettre aux gens de pouvoir avoir un logement digne, tout simplement. Donc il faut qu'on trouve tous les leviers pour au total avoir une situation moins critique, et qui risque en plus d'être de plus en plus critique, parce qu'encore une fois, j'insiste, mais les effets de la crise là que nous traversons, ils sont devant nous. Ils sont devant nous, et ça va être terrible. Le paradoxe sur le logement, on constate en Île-de-France une difficulté à construire. Ouais. C'est aussi vous disiez tout à l'heure qu'il fallait redonner du pouvoir aux maires, ce qui est probable parce que c'est le contact local. Mais c'est vrai que sur le logement, il y a quand même beaucoup de maires qui sont pas forcément très moteurs pour avoir des nouveaux projets de construction dans leur commune. Et c'est un vrai sujet, surtout dans ces périodes où tous les 5 ans, on a éventuellement un changement de municipalité, des projets qui seront mis en cause et tout ça. Et c'est vrai que pour remplir cet objectif de construire du logement, c'est vrai que les promoteurs le disent beaucoup, que c'est une difficulté. Oui, alors je vais prendre un engagement qui sera à l'inverse de celui de Valérie Pécresse, qui aujourd'hui, en fait, ne donne plus d'aide aux villes qui ont déjà 30% de logements sociaux et qui voudraient continuer à en faire. Elle dit c'est terminé, vous en avez assez, au revoir. Eh bien avec moi ce sera l'inverse, c'est-à-dire que je continuerai à aider les maires qui veulent faire même plus de logements sociaux pour remplir nos objectifs, et en revanche j'arrêterai les aides pour les 47 maires en Île-de-France qui refusent d'appliquer la loi SRU qui impose 25% de logements sociaux dans les villes. Voilà. Et Madame Pécresse parle souvent de ghetto, mais pour elle le mot ghetto c'est que les ghettos de pauvres. Donc les ghettos de riches sont aussi bien, vous voyez, bien confortés, et notamment par Valérie Pécresse qui a à cœur de ne pas déranger ces maires qui sont hors la loi. Il faut dire les choses, qui sont hors la loi. Donc soit ils se remettent dans une trajectoire de construction et on les aide, soit ils ne s'y mettent pas et ils auront la région ado, et ado en particulier sur les aides. Donc l'un des piliers, c'est la construction, on est d'accord, ça veut dire qu'il faut aussi gérer l'extension des villes, et vous voulez aussi la zéro artificialisation des sols. Est-ce que c'est compatible ? Net. Ah, ça veut dire qu'il y a une balance. Net, parce que sinon, ça va être compliqué. Et je sais que cette proposition est très audacieuse. Je vous assure que c'est très, très audacieux. Déjà, je me bats contre le triangle de Gonesse qui veut être artificialisé, c'est non. On a d'autres endroits, en Seine-Saint-Denis, je pense l'endroit où ils veulent mettre le village des médias, dans une zone où il y a un espace vert. Je ne vois pas pourquoi on peut le faire ailleurs. Le village des médias, c'est non. Je m'inquiète à Grignon, dans les Yvelines, où vous avez Agrotech Paris, qui est une école bien connue, et l'État a fait main basse sur ce lieu-là. On ne sait pas ce qu'ils vont faire, mais je pense qu'il va... Donc déjà, je veux dire, des batailles contre l'artificialisation, il y en a quand même un paquet. On peut les mener et les gagner, et il faut les mener et les gagner. Ça, c'est la première chose. Après, ce n'est pas forcément évident de transformer. On ne peut pas tout transformer en zone, en espace vert. En tout cas, en espace vert, peut-être, mais en zone agricole,
Ça, c'est beaucoup plus compliqué. Donc, il faut travailler et rechercher, ce qui suppose de la créativité. Je pense qu'on peut en avoir. De la détermination, hein, à ne pas artificialiser des zones existantes, que n'a absolument pas Valérie Pécresse, puisqu'elle a donné son aval à peu près pour tout ce qui se fait en artificialisation aujourd'hui. Sans être, c'est pour ça que je dis net, et pas à tout point de vue. Mais non, mais parce que sinon, on ne peut pas aménager. Il y a des endroits où on a besoin aussi d'aménager. Donc, il faut qu'on trouve un équilibre sur ce sujet. Et je reconnais que c'est un équilibre difficile et qu'il sera inscrit en fait dans le schéma directeur, le fameux SDRIF, qui est le document pilote, hein, qui permet de piloter l'avenir de la région, et que Valérie Pécresse avait mis à la poubelle quand elle est arrivée. Elle l'a ressorti opportunément il y a quelques mois, comme elle ressort beaucoup de choses d'ailleurs, comme les milliards, parce que quand vous mettez tous les milliards qu'elle annonce toutes les semaines en période électorale, vous arrivez à un budget, c'est elle qu'il faut demander comment elle va le financer, hein, parce que je ne vois pas du tout. Prochaine question. Ouais, alors là, je ne vois pas du tout. C'est-à-dire que chaque semaine qui passe, il y a 1 milliard pour ci, 1 milliard pour ça. Moi, je ne sais pas où elle les sort, hein, franchement. On va parler du financement. Un dernier point encore sur le logement, c'est très important, la rénovation thermique. Vous voulez, vous aussi, lutter contre les passoires thermiques. Il y a quand même MaPrimeRénov', lancée par l'État, qui fonctionne plutôt bien. Vous voulez aller encore plus loin et faire quoi? Oui, déjà dans le logement social, on a une responsabilité en propre à faire le travail. Donc voilà, donc il faut investir, il faut que ça fasse partie. Et puis il y a d'autres dans le logement, je pense aux punaises de lit par exemple. Le combat contre les punaises de lit est un vrai combat auquel la région doit participer. Donc c'était juste pour vous dire que le milliard pour le logement, il intègre la construction, mais au-delà, toute une série de préoccupations importantes en matière de logement. Et dernier point de détail, comment construire? Est-ce qu'on construit en béton encore ou est-ce qu'on fait que des matériaux biosourcés, tout à l'écologie? Est-ce que c'est possible? Il faut tendre vers des normes, les fameuses normes HQE++, quoi. Maintenant, tout faire de façon absolument parfaite d'un point de vue écologique, c'est compliqué. Mais il faut qu'on se donne des objectifs plus forts, plus grands, en misant plus globalement. Il y a le logement, mais il y a plus globalement, parce que j'en ai pas parlé jusqu'ici, sur l'économie circulaire. Je veux dire la logique de l'économie circulaire qu'on peut aussi faire en matière de construction de plein de choses, de logements ou d'autres choses. Ça existe aussi, hein, d'avoir des circuits qui sont plus vertueux sur ce qu'on fait des matériaux. Voilà. Réutiliser la matière locale, exactement. Donc il faut aussi qu'on investisse dans la recherche de ce point de vue-là, hein, pour que le bâtiment, c'est très important en matière d'émissions de gaz à effet de serre et de CO2. Hein. C'est terrible. C'est terrible. Non, mais on pense transport. Mais le deuxième, c'est le bâtiment. Ouais. Donc ça, ce sont les grandes lignes de votre programme. Vous disiez donc en introduction, vous aviez un choc de solidarité que vous voulez créer en 100 jours. Donc aide alimentaire, gratuité pour les cantines, lycées, gratuité aussi... gratuité pour les cantines pour les 4 premières tranches du quotient familial. D'accord, pour les revenus dans les lycées modestes. Gratuité de transport pour les bas revenus, on le disait. Ça, en 100 jours, vous arrivez à le mettre en place? Oui. Ah oui. Oui. Un SAMU culturel également pour les structures en grande difficulté. En danger même, je dirais. Oui, je pense que nous sommes tout à fait capables de le faire. Hein. Nous sommes capables d'organiser pour la rentrée prochaine la gratuité dans les cantines pour les 4 premières tranches du quotient familial et la gratuité dans les transports. Ce n'est pas des mesures très techniques, très complexes à mettre en place. J'en ai d'autres plus complexes. Vous voyez, par exemple, on n'en a pas parlé, mais je veux créer des bons d'achat pour investir dans l'économie. Je voudrais qu'on ait un fonds francilien de plusieurs milliards, dans lequel pourraient abonder d'ailleurs plusieurs acteurs, pas seulement la région, et sur le modèle du ticket restaurant, que nous ayons des tickets franciliens abondés à 80% par vous quand vous l'achetez et 20% par le fonds. Par le fonds abondé par la région. Et ensuite, c'est fléché sur des commerces, des activités utiles. Ça existe en Suisse, ils l'ont fait pendant la crise, ça a absolument cartonné, parce que c'est une manière en fait de flécher ce sur quoi vous avez envie que l'économie se développe. En fait, d'investir dans l'économie, on revient au point de départ, alors que Valérie Pécresse a diminué de 40% les moyens qu'elle donnait, qui étaient donnés par la région à l'économie sociale et solidaire. Là, l'idée, c'est d'avoir un biais où on soutient, mais vous voyez, on soutient l'activité. On fait en sorte que les gens aient des clients, que les commerces utiles aient des clients, que les clubs sportifs ou des théâtres, etc., puissent eux aussi avoir des personnes qui y vont. Et donc d'investir, d'influer par milliards d'euros. Et ça, je pense qu'on peut le faire. Mais c'est plus complexe
C'est juste pour dire que ça, je ne sais pas le faire en septembre, parce que ça veut dire des assises avec les acteurs concernés, plein de questions qui se posent sur comment ça fonctionnerait. Mais je pense que c'est une logique qui peut trouver sa traduction concrète avec les acteurs, en s'appuyant sur les acteurs, et qui peut influer véritablement sur la typologie de l'économie francilienne, qui doit servir demain davantage les besoins des franciliennes et des franciliens que la course folle dont vous parliez au début à la métropole internationale. C'est-à-dire qu'à force d'être dans l'objectif de compétitivité, l'argent public de la région n'est pas utilisé au service des besoins des franciliens. Quand j'ai lu votre proposition, justement, vous fléchez un petit peu les commerçants. Moi, j'ai pensé tout de suite à une économie administrée, mais au communisme dans le mauvais sens du terme du début du XXe siècle. C'est-à-dire qu'on vous dit d'aller là avec des tickets, ça fait un petit peu de ticket de rationnement. Mais non, pas du tout, c'est pas du tout ça. Ça existe en Suisse, hein. Vous avez un drôle de modèle. Et en plus, pas du tout, parce que l'économie administrée... J'ai plus le choix d'aller acheter là où je veux. Vous savez, je suis une femme du XXIe siècle et je suis dans cette famille politique. Et d'ailleurs, j'ai beaucoup travaillé avec ce qu'on appelle les refondateurs communistes, puisque j'ai dirigé un journal qui s'appelle Regard et qui, depuis maintenant un certain nombre de décennies, est en fait dirigé par ce qu'on appelle les refondateurs. Et les refondateurs, c'est vraiment une famille politique qui a beaucoup réfléchi intelligemment sur le bilan des expériences de type soviétique. Donc alors, vous pouvez me faire plein de reproches, mais l'économie administrée, c'est pas du tout ma tasse de thé. Non, mais vraiment pas du tout. Pas du tout. Et quand je vous parle d'économie sociale et solidaire, quand je vous parle d'investir dans les commerces, ils ne sont pas nationalisés. Je ne vous parle pas de nationalisation des commerces, au contraire. Je vous parle d'une inflexion par la puissance publique du type d'économie qu'on veut voir advenir. Mais cette économie, elle peut prendre plein de formes. Ça peut être des entreprises autogérées, ça peut être des commerces tels qu'ils existent aujourd'hui, de droit privé, ça peut être des délégations de services publics. Enfin, il y a plein de formes possibles. Mais ce n'est pas l'économie administrée au sens de tout nationaliser. En revanche, je suis contre la privatisation des transports publics, voyez-vous. Ouais. Et alors là, franchement contre. Hein. Et l'ouverture à la concurrence des transports. Parce que le dogme, aujourd'hui, il est de leur côté. Hein. C'est-à-dire qu'il est du côté des néolibéraux, qui pensent que le privé peut toujours mieux faire. En matière de transport public, on a beaucoup de recul, au moins depuis Thatcher, et on sait que c'est une catastrophe. Catastrophe pour les usagers, catastrophe pour les salariés. Et Valérie Pécresse a accéléré l'ouverture à la concurrence, parce que la privatisation, elle est en marche là aujourd'hui. Valérie Pécresse va plus vite que l'impose la loi, parce qu'elle pense que le privé va mieux faire, et ça a commencé. Eh bien, écoutez, ça a commencé, la ligne T9 privatisée par Keolis, et on a déjà davantage de pannes, d'accidents par rapport à des lignes qui sont des lignes traitées correctement avec un système public. Ce qui permet aussi d'avoir la main mise, enfin, vous voyez ce que je veux dire, sur un réseau qui est très complexe. Si vous découpez le réseau en morceaux, je ne sais pas si vous imaginez le trafic, si j'ose dire, mais ça ne va pas du tout en Ile-de-France. C'est énorme comme réseau. Donc il faut qu'il y ait un pilote dans l'avion et un pilote public, sinon vous ne pourrez pas décider de l'essentiel et le système va se détériorer. Pour terminer, comme promis, un mot du financement. Oui. Si on fait le point des emplois de tremplin solidaires, gratuité dans les transports pour certains, aide alimentaire, comment est-ce que vous financez tout ça? Est-ce que vous avez budgétisé et comment vous le financez? Écoutez, l'aide alimentaire, ça ne va pas être compliqué hein, parce qu'en fait, on multiplie par 10 le budget actuel qui est de 0,002% du budget. On arrive à 50 millions, on sait l'embourber. Au bout d'une heure, est-ce que vous avez additionné les recettes également? Ah, dites-nous. Écoutez, les millions que nous allons économiser sur les aides qui sont octroyées sans contrepartie à des grands groupes, ça fait un peu d'argent. Si vous prenez, on n'en a pas du tout parlé, mais la question des lycées, où là aussi il y a besoin d'investir considérablement dans la rénovation, eh bien, vous prenez l'argent qui a été donné par Valérie Pécresse très au-delà des obligations légales dans le privé. Donc, à un moment donné, ça va être des questions de choix. Vous voyez, moi, je suis pour l'enseignement public et pour que l'argent des contribuables aillent dans le développement de l'enseignement public. Voilà. Et là, je peux vous dire qu'on va dégager pas mal d'argent qui va nous permettre d'investir dans le lycée public. Votre budget global, alors? Dépenses-recettes. Ah, vous voulez un total? C'est ça que non, il n'y a pas un chiffre précis. Non. Il y a plein de subventions qu'on va... donne plein de milliards et vous les oui, mais c'est sur une mandature. Si vous voulez un chiffrage de tout précis. En général, un programme électoral, on est bien pour être sûr que ça soit financé. Alors, je vous invite, je vois ce que vous voulez dire, mais si vous voulez, comme c'est sur 5 ans, on va faire recettes, on va faire dépenses, et vous l'aurez à l'occasion de notre présentation de programme le 3 juin, pardon, le 3 juin, le 3 mai c'est passé, le 3 juin, puisque nous présenterons l'ensemble de notre programme avec des éléments. Mais vous aurez des éléments de grande masse.
Je ne vais pas vous donner le détail sur 5 ans. On aura des éléments de grande masse. Mais vous verrez qu'il y a pas mal de recettes supplémentaires qu'on est capable d'aller chercher. Aussi sur quelques taxes. Je pense aux taxes sur les SUV, aux taxes sur les transports routiers, qui va nous permettre de nous aider aussi pour développer par exemple le vélo, puisque le vélo est le mode de transport le moins subventionné en Ile-de-France. Donc après, si vous voulez, là j'ai pas... Les automobilistes vont Voilà. payer encore immédiatement toutes les masses pour vous dire précisément les choses. Ce qui est absolument certain, c'est qu'en fait, on est assez raisonnable. Même des fois, je nous trouve trop raisonnable, je dois être honnête. On est assez raisonnable. Voilà. Et on a des recettes nouvelles en nombre très important et qui compenseront, puisque dans chaque secteur, je peux vous répondre secteur par secteur. Mais vous aurez les masses le 3 juin. Je vous invite à venir écouter notre présentation de programme. Et ben, merci beaucoup, Clémentine Autain, de vous être prêtée à ce jeu des questions-réponses et d'avoir donc contribué à ce débat. Nous recevrons bientôt Audrey Pulvar et puis Valérie Pécresse. Ça sera le jeudi 3 juin. Vous pouvez noter déjà ce rendez-vous. Je vous rappelle que les élections régionales, c'est le 20 et le 27 juin. Allez voter.